Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire 1 heure pour comprendre qui est dédié ce soir au risque feu de forêt en lien avec l'innovation numérique, de la prévention à la gestion opérationnelle. Je m'appelle Virginie Perroma et je suis chargée d'études culture du risque et résilience et aussi référente locale ici en Nouvelle-Aquitaine pour la FPCNT. Nous vous remercions pour l'intérêt porté au sujet abordé aujourd'hui, puisque vous êtes plus de 150 inscrits pour cette session. Pour rappel, le cycle de webinaire 1 heure pour comprendre a été lancé il y a plus d'1 an maintenant par l'AFPCNT et plus particulièrement à l'initiative de notre directrice Ghislaine Verriès-Leblanc et de notre responsable communication Laurence Bonhomme. Mensuellement, ce sont en moyenne 2 webinaires qui vous sont proposés. Pendant 1 heure, des sujets spécifiques liés à la culture du risque, de la prévention à la gestion de crise et aussi à la résilience face aux risques majeurs, y sont éclairés par des experts. Et un temps d'échange sur la base de questions-réponses est proposé dans le dernier quart d'heure. Pour ce faire, nous collectons vos questions dans l'onglet dédié en bas à droite de vos écrans. Aujourd'hui, il s'agit d'une édition spéciale puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de l'étape landaise du Résilience Tour 2025, co-organisée avec l'Institut des risques majeurs, l'IRMA de Grenoble. Cette session sera donc co-animée avec Guillaume Dupuis, ici présent, qui est chargé de la coordination au national, avec ma collègue Lucille Mohan-Saïd pour la FPCNT. Une étape locale donc, avec des intervenants experts de la gestion des risques majeurs, issus de notre territoire néo-aquitain. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Pierre Massé, directeur de la DFCI Aquitaine, et Christophe Labarre, du groupement d'intérêt public, aménagement du territoire et gestion des risques, ou GIP ATGRI. Un grand merci pour votre présence. Avant de vous présenter davantage l'intervention de ce jour, quelques mots sur le Résilience Tour, et je laisse la parole donc à notre co-animateur du jour, Guillaume. Bonjour à toutes et tous, donc Guillaume Dupuis de l'Institut des risques majeurs et donc l'IRMA qui co-organise avec la FPCNT le Résilience Tour 2024, comme on l'a fait également en 2023. Donc le Résilience Tour 2024, c'est la 3e édition de ce Tour de France de la résilience qui chemine les territoires sur la seconde partie d'année, sur le second semestre, pour parler culture du risque à différents publics cibles, aux élus, aux agents des collectivités, aux habitants des territoires, aux jeunes publics et aux acteurs économiques, autour de la dynamique du 13 octobre, de la journée nationale de la résilience. Donc le Résilience Tour, cette année, c'est 13 étapes, dont l'étape des Landes, qui commence aujourd'hui. Et ce sont des actions assez variées, que ce soit des pièces de théâtre, des conférences, des simulations, des exercices, etc., etc., pour rendre chacun acteur de la résilience et de la culture du risque sur le territoire. Donc l'étape landaise bénéficie de cette édition spéciale du webinaire 1 heure pour comprendre, qui est centré sur des questions de risque feu de forêt. Et il y aura également une journée dédiée aux élus et aux agents des Landes prioritairement, qui se tiendra le 4 décembre prochain à Mimizan, qui est organisée avec l'Association des maires des Landes, la ville de Mimizan, SNAC l'assurance, le CDG des Landes et différents partenaires locaux, pour parler prévention des risques et préparation à faire face pour les collectivités, avec des ateliers, un exercice et des échanges et conférences. J'en dis pas plus, vous pouvez aller voir le détail du Résilience Tour sur un site qui est dédié, donc c'est résilienceTour.fr, et vous pouvez retrouver le programme de l'étape landaise et des autres étapes. On passera bientôt dans le Nord, puis à Paris pour clôturer ce Résilience Tour. Merci. Merci Guillaume pour ces quelques mots. Maintenant, messieurs Massé et Labarre, nous vous invitons à débuter votre intervention sur le risque feu de forêt et l'innovation numérique, de la prévention à la gestion opérationnelle, qui souligne tout le bien fondé, mais aussi la complexité de votre travail collaboratif à l'échelle du territoire. Et ce besoin fondamental de parler le même langage, ici sous forme numérique, ceci pour œuvrer à la prévention des risques majeurs, mais aussi être en capacité de se mobiliser collectivement en temps de crise. À vous la parole.
Monsieur Massé, vous pouvez partager votre présentation si vous le souhaitez et activer votre micro, s'il vous plaît. Le micro, on ne vous entend pas. Vous m'entendez bien là? C'est parfait, merci beaucoup. Donc bonjour à tous, veuillez m'excuser pour ces éléments techniques. Donc Pierre Massé, je suis directeur de la DFCI Aquitaine et aussi du GIP et mon collègue Christophe fera un focus sur les éléments numériques. Merci à la FPCNT pour votre invitation. Ce qui m'intéressait aujourd'hui en tant que DFCI, ce que j'ai compris de la mission, c'est de partager avec vous quelques éléments de lecture sur l'évolution du risque, notamment du risque feu de forêt. Je voudrais souligner avec vous 3 points. La pression forte des incendies, des repères sur les évolutions du risque feu de forêt et des réponses locales en prévention. Alors d'abord, quand on parle d'incendie de forêt, dans le monde, il faut surtout parler d'incendie de végétation. On considère qu'il y a 450 millions d'hectares qui brûlent à peu près chaque année sur 3 zones bien distinctes, les tropiques, les zones tempérées et les zones boréales. Et on a une augmentation des feux sur les zones boréales. Et pour les forestiers stricts, ce qu'on considère dans ces espaces brûlés, on n'a que 70 millions d'hectares qui, eux, sont des arbres de haut jet au sens des définitions françaises. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est de retenir 450 millions d'hectares brûlés de végétation de tout type. Un repère aussi, c'est que ça représente 22% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux feux de forêt. Un autre point à partager, c'est notamment un focus sur l'année 2022. Vous avez dans le graphe du haut, vous le voyez, en 2022, en France métropolitaine, on a à peu près brûlé 70 000 hectares, ce qui avait déjà été le cas en 2003 ou dans les années 89-90. Mais une des particularités de 2022, c'est que c'est toute la France qui brûle, à la fois la zone sud, mais aussi la zone sud-ouest et d'autres régions qui étaient moins soumises aux feux de forêt, comme la Sologne, la Bretagne ou le Jura. Donc attention, on a une extension du risque partout. Un autre point aussi qu'il faut avoir en tête, si on prend les données de Météo France où on voit les années anormales en termes de sécheresse ou de chaleur qui sont dans le quart gauche de la diapositive, vous voyez qu'il y a à peu près 15 années où on a des records de chaleur et de sécheresse et que 2022 se détache sur ces 2 critères. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que sur les 15 années qui sont au-dessus de la normale en termes de température et de sécheresse à la fois, il y en a 9 depuis 2000. Tout ça pour dire que 2022, c'est pas forcément une exception, c'est plutôt une tendance d'un point de vue statistique. Un autre point, si on parle de forêt, sur la France métropolitaine, il y a 17 millions d'hectares de forêt. C'est 31% du territoire et la forêt est en augmentation à la fois en surface et en volume sur pied. Si on prend sur les 30 dernières années, on a plus de 2 millions d'hectares. Et surtout, en volume, on a plus 50% de masse de combustible. Et n'oublions pas, la filière bois française, ça contribue à une balance positive des échanges commerciaux. Et il y a à peu près 378 000 emplois sur la filière bois française. Si on prend sur le sud-ouest, on est à 60 000 emplois et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Si on fait un focus particulier sur la sylviculture du massif des Landes, puisque là on est sur un cas, une étape du Résilience Tour sur le département des Landes, retenez que dans le massif des Landes de Gascogne, la filière forestière a le même poids à peu près que la filière viticole. Tout le monde connaît Bordeaux par le vin, mais aussi il faut connaître Mont-de-Marsan par la forêt, et c'est le même poids que la filière viticole, je ne m'étendrai pas là-dessus. Sur le sud-ouest, si on fait un focus, c'est une région, vous le savez, où le pin existait sur les parties hautes, il a été étendu à la fois pour arrêter l'évolution des dunes, mais aussi pour assainir des zones de marais. Un autre point important, c'est que c'est une région qui avait été très fortement touchée par des incendies, puisqu'en 1949, il y avait eu 82 morts en une seule après-midi sur un feu à Cestas. Si on regarde à l'époque, de 1940 à 49, il y a eu 400 000 hectares brûlés dans cette région, soit 40% du massif de l'époque. Je passe rapidement. Là, vous avez une vision sur les aspects locaux. Là, vous avez une vision de la France à gauche. Plus les cercles sont grands, plus
il y a de feux de forêt. Vous voyez une pression très forte sur le sud de la France, et plus c'est rouge, plus il y a de surface brûlée. Donc on voit que le tiers sud de la France est concerné, mais attention, le risque feu de forêt est en train d'augmenter, comme je l'indiquais tout à l'heure. Un autre point important qui est issu de la mission interministérielle sur les feux de forêt qui a été sortie en 2023, c'est que cette mission nous invite à raisonner en matière de risques naturels et de feux de forêt sur le scénario le plus pessimiste des scénarios du GIEC. Ça, c'est la première fois qu'on a un rapport interministériel qui nous incite à raisonner sur le scénario le plus important. Ce qui fait des prévisions d'évolution du risque en France, dont vous voyez quelques diapositives à l'écran, où on voit qu'on a une extension du risque à l'échéance 2055 ou 2085. Donc ça me paraît important. Et là, vous avez à droite la vision du risque feu de forêt sur la métropole, avec des territoires historiques, des territoires en devenir, et des territoires en extension future. Et l'extension future pourrait aller beaucoup plus rapidement que pensé, plutôt dans une échéance 15 ans sur certains territoires. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Un petit focus sur 2022 parce que beaucoup de gens en ont parlé, et en particulier sur la zone sud-ouest. Dans le cadre de votre étape, il y a 33 000 hectares brûlés, 2924 feux. Bon, un rappel, la zone sud-ouest, c'est grand comme le Portugal ou comme l'Autriche. Un autre point important pour comprendre qu'on change de paradigme en termes de feux de forêt, j'ai parlé de l'évolution météorologique, je voudrais parler de la simultanéité des feux. Là, vous avez un diagramme de Gantt très classique avec l'ensemble des événements, l'ensemble des départs de feu et le temps qui va se dérouler. Une première image aussi, c'est la puissance des feux. Là, vous allez avoir un film qui est issu d'une unité du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde sur l'attaque des feux. Vous voyez la puissance de ce type de feu, pour ceux qui connaissent un peu, un feu qui est déjà total, c'est-à-dire qui est de la strate-herbacée au pied, et en plus des fumées qui sont déjà très marquées, et ce feu a passé la route et il est des deux côtés. Voilà, tout ça pour dire qu'on a une simultanéité des départs de feu qui est un facteur très marquant, et en plus des feux de puissance de plus en plus forte, et ça, je vous ai montré des images du sud-ouest, mais vous avez la même chose partout en France. Ce qu'il faut voir, c'est que pendant qu'il y avait ce départ de feu à Landiras, en Gironde, le 12 juillet, il y avait eu une heure avant, à peu près la même chose sur la Teste. Un autre point important pour illustrer cette simultanéité, c'est la varicelle des départs de feu sur l'été 2022 sur la zone sud-ouest. Vous avez le temps qui défile en haut, et vous avez en même temps le nombre de départs de feu, soit par jour, soit par semaine, et vous avez les principaux feux qui ont lieu en surface. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est non seulement les surfaces, mais surtout avant, il faut avoir le nombre de départs de feu sur les territoires, et c'est cet indicateur qu'il faut surveiller, notamment sur les territoires où le feu est le risque incendie est en train de s'étendre. Là, vous avez par exemple la simultanéité de feu sur la Teste et Landiras en même temps en Gironde. Ce que je voudrais partager avec vous comme grille de lecture, ce sont des évolutions structurelles du territoire qui jouent directement sur le risque feu de forêt. D'abord, 94% des feux sont liés à l'activité humaine. Donc, plus vous avez de population, plus vous avez de chances d'avoir une augmentation des aléas. Deuxièmement, plus vous avez de population, plus vous avez une augmentation des enjeux, que ce soit des vies humaines, des habitations, des industries, des transports ferroviaires, des transports d'énergie, transports électriques, et des industries. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si on prend sur la France, on voit que depuis 1975, on a une augmentation de la population qui est de plus 26% sur les EPCI côtières et plus 18% en général. Et si on regarde dans le monde, on a 1/5 de la population qui vit à 30 km des côtes. Donc oui, on a une concentration des populations sur les côtes partout dans le monde, et ça joue directement sur le risque feu de forêt aussi, comme sur tous les risques. C'est pour ça qu'un des critères que l'on suit, nous, toujours quand il y a des incendies, c'est par exemple la densité d'habitation. Et vous voyez là une diapositive qui montre que, par exemple, sur différents feux, il y a 20 maisons à protéger pour les sapeurs-pompiers tous les 100 hectares. Donc, en termes d'aménagement, ça joue beaucoup. Ça me paraît un des points fondamentaux de l'évolution du risque feu de forêt partout en France et même dans le monde, c'est qu'à partir du moment où on augmente la population, on a un changement de la nature du risque. Et ça, il faut absolument l'avoir dans les radars, à la fois pour l'aménagement, mais aussi, bien sûr, pour la lutte et les autres activités.
On parlait en 2022 de feux hors normes, et c'est aussi pour illustrer la pression. Hein, vous avez 0,6% des départs de feu, 4 feux qui vont faire 98% des surfaces. Si on regarde les chiffres uniquement du département de la Gironde, mais on aurait la même chose dans les Landes, vous avez 50% des feux, la médiane qui est à 0,05 hectares. Donc oui, on est à la fois dans le feu de forêt, on a coutume de dire avant 2022 même, qu'on est à la fois dans un risque courant, mais aussi dans un risque majeur. Et attention, quand le feu arrive près des habitations, il n'est pas en train de courir sur l'herbe. Là, vous voyez une image classique de 2017 où vous avez, en résumé, retenu le feu, c'est très souvent 2 fois la hauteur des peuplements en termes de flammes. C'est pour ça que les notions sur le débroussaillement sont très importantes et l'aménagement du territoire, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On a une augmentation des enjeux et l'aménagement est important. Oui, on peut faire des PPRIF, mais ce n'est pas non plus la panacée, ce n'est pas ça qui réglera tout l'aménagement partout. Un deuxième point fondamental, c'est l'évolution des surfaces forestières. Notamment dans le sud-ouest, il y a eu 2 tempêtes, ce qui fait que jamais le massif des Landes de Gascogne n'a connu 350 000 hectares de jeunes peuplements qui sont particulièrement sensibles aux incendies jusqu'à ce qu'ils aient 25-30 ans, parce qu'il y a une continuité verticale par les branches pour le feu depuis le sol jusqu'au pied. Et deuxièmement, on a eu aussi avec des boisements assez homogènes des peuplements qui ont tous le même âge, des peuplements équièmes, et ce qui fait que c'est plus difficile pour les sapeurs-pompiers pour lutter puisqu'il n'y a plus de coupe rase. Et d'autre part, on a eu des plantations qui parfois étaient trop proches des pistes. Voilà, là vous avez une photo qui est prise, on voit des plantations qui sont faites trop proches des pistes. Et c'est pour ça qu'en DFCI, nous, on répète souvent, laissez les forestiers choisir les essences en station qui sont adaptées au sol et au climat, mais par contre, accompagnons pour le comment mettre en place la sylviculture, notamment ne pas planter trop proche des routes et des pistes. Voilà, on a quelques critères d'indication, des parcelles de 25 hectares entourées, des points d'eau tous les 500 hectares. Je ne vais pas rentrer là ce soir dans ce genre de détails. Par contre, partout où on va essayer d'aménager le territoire, il faut aussi faire preuve d'humilité. On peut avoir des sautes, c'est-à-dire qu'il faut être humble par rapport à certaines forces d'événements qui peuvent dépasser à la fois l'aménagement du territoire tel qu'on le conçoit, mais aussi les moyens de lutte, même si les gens sont très bien formés. Mais il faut faire des choix d'aménagement. Si on ne fait pas de choix d'aménagement, c'est sûr qu'on augmente l'exposition de la population, des biens et des personnes au risque. Un autre point important, c'est qu'en France en général, attention, on a des taux de boisement qui sont importants, je le disais, et on a des masses de combustible fortes. Vous voyez là, par exemple, j'ai pris une illustration qui vient du site de l'IGN, où on a le stock de carbone par hectare. Donc vous voyez que sur les 3/4 de la France, on a des masses de combustible importantes. Sur les départements Gironde et Landes, pour le moment, les stocks de carbone sont encore faibles. Pourquoi? Parce qu'il y a les peuplements des tempêtes qui ne sont pas encore reconstitués. Voilà, mais il faut absolument avoir une vision de la France en matière de DFCI qui prend en compte à la fois l'aménagement, mais aussi les aspects forestiers. Et n'oublions pas, 75% de la forêt française est privée. Un autre point majeur, c'est qu'on a de plus en plus de peuplements qui sont dépérissants du fait des changements climatiques. On a des augmentations de température, donc des stress des peuplements, mais aussi et surtout, on a des augmentations très massives des pathogènes. Là, j'ai pris l'exemple du scolyte qui arrive de l'Est, et vous voyez là une carte de la France avec un ensemble de dossiers sur des peuplements très différents qui ont fait l'objet de financement du ministère de l'Agriculture parce qu'ils sont dépérissants. Et ça va augmenter de manière très significative le risque feu de forêt. Alors, quelles peuvent être les réponses en prévention? Si on regarde dans le sud-ouest, maintenant, on est à 1 600 000 hectares qui sont structurés sur 42 000 km de pistes, et c'est 55 000 propriétaires forestiers qui cotisent à hauteur de 3 € par hectare et par an pour aménager un ensemble de points d'eau. Ça représente à peu près plus de 600 communes. Donc, pour nous, en matière de prévention, il faut d'abord travailler dans l'aménagement, et je parle bien de la prévention en complément des actions de lutte. Il faut d'abord travailler dans l'aménagement, des pistes, des points d'eau, il faut que ça serve aux acteurs locaux et il faut le réfléchir en ce sens. Sur le sud-ouest, on est accompagné financièrement par le FEADER, le ministère de l'Agriculture et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Ce que j'indiquais tout à l'heure, il faut toujours faire des choix, mais rester humble, parce que dans des conditions très très fortes, toutes les infrastructures peuvent être dépassées. La question qu'on se pose, c'est quel territoire, quelle résilience du territoire on veut pour 80% de nos feux, pour 98% de nos feux. Et après, il y aura toujours un pourcentage marginal sur lequel il faut être prêt à être mis en défaut.
Alors, les enseignements à consolider, par exemple, si on prend sur le sud-ouest les feux de 2022, là, vous voyez la hauteur du sol sur certaines stations forestières avant le passage du feu. Donc, nous, on savait que les feux pouvaient s'enterrer, mais là, on a carrément eu des pertes de matière avec des contours de feu très importants à surveiller de plus de 180 km. Et l'ADFCI, en particulier, sous l'autorité de la directrice des opérations de secours, Madame la préfète, et en fonction des instructions du commandant des opérations de secours, c'est-à-dire des sapeurs-pompiers, on a eu à gérer des moyens dits civils, qui sont des moyens d'arrosage des communes ou des associations syndicales autorisées de DFCI, des moyens de travaux publics, des moyens de transport d'eau, et on a dû même créer des zones d'appui devant le feu, c'est-à-dire couper des arbres ou faire des travaux. Je passe rapidement là-dessus. Ce sur quoi, et l'essentiel, c'est d'arriver à organiser toute cette action sous l'autorité du préfet et en fonction des instructions du COS. Il faut surtout éviter les actions erratiques qui ne vont pas être cohérentes. Un point fondamental, c'est d'avoir un langage commun. Christophe le développera pour le JP tout à l'heure. Un des points dans toutes ces crises, et ça a été encore le cas en 2022, c'est le fait d'avoir one place, one map, pour reprendre les formules de l'OTAN, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on ait la même carte entre tous les services pour pouvoir projeter ces problématiques et répondre rapidement. Un rappel sur les feux de 2022, hein, c'est 0 victimes, 50 000 évacuations, même pas 1% de maisons détruites, plus de 600 départs de feu, si on prend que le département de la Gironde, et des sites Céveso menacés. Voilà. Donc ça, c'est les éléments que je voudrais partager avec vous. Pour nous, pour les perspectives, pour conclure, oui, on conforte l'aménagement avec nos partenaires, ça c'est la première chose. On renforce le système de DFCI avec les propriétaires qui cotisent et qui se structurent, et ça c'est une des particularités de cette région, soit en association syndicale autorisée, soit en syndicat mixte ouvert comme en Dordogne, mais ça, ce qui est très important, c'est d'avoir une implication des gens localement. On développe la surveillance des massifs pour essayer de prévenir les incendies et aider à la surveillance des zones incendies après. Donc ça, on le fait en totale collaboration avec, bien sûr, les pompiers, l'ONF, les services de l'État, sous l'égide de l'état-major de zone et de la DRAF. Et un point que l'on essaye de développer, c'est la communication. Donc merci pour votre invitation aujourd'hui. Ça nous permet aussi d'arriver à sensibiliser plus de monde sur le fait qu'il ne faut pas rester passif devant le risque, il faut au contraire prévenir pour ne pas subir. Voilà ce que je pourrais évoquer en conclusion avant de laisser la parole à mon collègue Christophe Labarre. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce premier pas, cette première partie de présentation, Monsieur Massé. Maintenant, on va voir le côté langage commun à travers donc l'outil développé par le JPATGRI et avec la DFCI et d'autres partenaires de Nouvelle-Aquitaine pour donc aller tendre à une prévention partagée par l'ensemble des acteurs du territoire et aussi à une gestion de crise en temps réel, comme on va le voir lors de cette présentation qui est fédératrice en Nouvelle-Aquitaine. Merci Virginie. Donc je suis Christophe Labarre du JPATGRI, groupement d'intérêt public, aménagement du territoire et gestion des risques. Je suis responsable du pôle data au niveau du JPATGRI et responsable également de la gestion de crise. Alors en introduction de ma présentation, je vais vous présenter un peu des éléments de gouvernance par rapport au JPATGRI. On est une structure qui a été créée en octobre 2005 avec une zone de compétences régionale sur la Nouvelle-Aquitaine. Et on regroupe tout un ensemble de membres avec une gouvernance très particulière. On va retrouver notamment l'État, avec la participation de 3 ministères, ministère de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Transition écologique. On va retrouver également la région Nouvelle-Aquitaine, les structures de DFCI que Pierre vous a présentées à l'instant, les services départementaux d'incendie de secours, les pompiers sur les départements de la région Aquitaine. On retrouve également l'Office national des forêts pour la partie forêt publique, l'hygiène, le syndicat des sylviculteurs et le conseil départemental de la Gironde. Donc ça, ce sont les membres fondateurs du JPATGRI qui assurent la gouvernance et le pilotage de la structure. Donc on est une structure de mutualisation avec une gouvernance partagée, comme je viens de vous le montrer, avec 3 grands domaines de compétences. Donc un premier domaine autour de la data, de la donnée.
donc essentiellement la donnée cartographique, mais également de la donnée d'études ou statistique. On a également une compétence très forte sur le développement d'outils et également un domaine d'expertise en matière d'aménagement et de gestion des risques et de gestion de crise. Et on met à contribution ces trois grandes compétences autour de trois grandes thématiques, que sont la gestion des risques et la gestion de crise, la connaissance et le partage de la donnée en interservices, et le développement d'observatoires filières métiers. Donc moi, je ferai le focus cet après-midi sur les outils que nous développons pour les acteurs qui gravitent autour de la prévention du risque feu de forêt, que ce soit en termes de DFCI pour la partie aménagement-prévention, mais également pour la partie lutte sur les acteurs de type pompier, sécurité civile. Donc le JPATG, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est une structure neutre, on n'est pas dans la prise de décision. Notre métier s'arrête sur les 3 premiers étages de cette pyramide. On est là pour objectiver des situations terrain, pour éclairer la décision publique, mais on n'est jamais dans la décision. Et on est notamment spécialisé dans le recueil et la structuration des données, dans la mise en partage de ces informations en interservices, en interdépartemental, et dans le développement de services, que ce soit des services cartographiques web ou mobiles. Alors, notre cœur de métier au JPATG, que l'on mène depuis notre création et même depuis les années 90, c'est la mise en place d'un langage commun interservice que Pierre a évoqué tout à l'heure lors de sa présentation. Donc, on est notamment garant du développement d'une cartographie dite opérationnelle qui est utilisée par les pompiers par rapport au feu de forêt et qui recense l'ensemble des infrastructures de DFCI du massif des Landes de Gascogne. Donc c'est 42 000 km de pistes, c'est 5 000 points d'eau, c'est 55 000 ouvrages de franchissement, ponts, c'est 17 000 km de fossés qui sont cartographiés avec une charte graphique commune, partagée au niveau de 4 départements, et qui est utilisée quotidiennement, à la fois en temps de paix pour les aménageurs, pour tout ce qui est planification de travaux, mais également en phase de lutte pour les pompiers. Et ça constitue donc ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, notre langage commun interservice. Donc cette cartographie opérationnelle, c'est disponible sous format papier, bien entendu, sous forme d'atlas opérationnel, mais elle est également disponible à travers des outils web en accès sécurisé, donc à travers un portail carto que l'on développe, et également à travers des applications mobiles que nous développons. Donc on a plusieurs vecteurs de communication, de transmission de cette cartographie opérationnelle. On la rend accessible donc sur nos portails, notamment pour les renforts extra-départementaux, extra-zonaux qui peuvent venir en renfort sur la région, donc notamment en 2022, quand on a eu des renforts de toute la France, mais également européens, on a mis à disposition notre portail pour faciliter l'accès à ces supports cartographiques. Là, c'est une illustration qui montre comment cette cartographie est utilisée, donc à la fois sur le terrain, en mode capot de voiture, également dans les PC de commandement ou également au niveau d'outils de gestion opérationnelle. Donc à l'écran, vous avez une projection de ce qu'on appelle un outil de situation tactique qui sert aux pompiers à schématiser la stratégie de lutte qui est mise en place. Donc là, c'était sur le feu de Landiras 1. Et on a une schématisation de toutes les actions qui sont entreprises en matière de lutte. Et cette cartographie donc, est utilisée dans ces outils de gestion opérationnelle. Alors, une autre mission que l'on porte au niveau national et spécifiquement au niveau du recueil des données statistiques, c'est qu'on est mandaté par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture pour recueillir les données statistiques autour du risque de feu d'espace naturel. Donc l'objectif, c'est qu'on mette en place le thermomètre le plus précis possible pour mesurer le risque feu d'espace naturel dans notre région. Donc on travaille ce travail de collecte avec les SDIS qui sont en charge de produire ces données statistiques. Donc dès qu'un feu qui dépasse 1 mètre carré de végétation brûlée sur lequel sont engagés des moyens pompiers, les pompiers référencent cette donnée sous forme de données statistiques et se chargent ensuite de la mettre dans une structuration nationale voulue par le ministère. Et nous, le GIP, on les accompagne pour valider, contrôler la qualité, agréger au niveau régional et remonter au niveau national ces informations dans une base nationale qui s'appelle la BEDIF. Voilà. Et ces informations sont ensuite injectées dans un système européen qui s'appelle Copernicus et qui permet d'avoir un thermomètre très précis du risque feu d'espace naturel à l'échelle du territoire européen. Voilà, donc
Ça, c'est une illustration de la saison 2023 sur la région Nouvelle-Aquitaine, avec une visibilité sur les feux d'espace naturel, donc les feux de culture, les feux de végétation et les feux de forêt. À travers ces données statistiques que l'on récolte et que l'on consolide au niveau régional, le GIP-ATGRI produit également un bilan hebdomadaire qui est envoyé à une centaine de structures et qui permet de dresser un peu le bilan de la saison que l'on traverse en matière de saison feu de forêt. Donc ça permet de comparer la saison aux moyennes des saisons des années précédentes, au minimum et au maximum qu'on a pu observer sur les années d'observation et ainsi de qualifier la saison feu de forêt que l'on traverse. Donc là, à l'écran, vous avez notamment en courbe rouge sur le premier graphe le nombre de points d'éclosion que nous avons eu sur la saison 2023. Donc on était plutôt sur une année calme. Et en bas, ce sont des histogrammes qui matérialisent les surfaces incendiées en hectares. Voilà, donc on était également en termes de surface brûlée sur une année plutôt calme, comparée à l'année 2022. Sur les grands feux dépassant plus de 20 hectares, le GIP-ATGRI engage également des productions cartographiques spécifiques. On va notamment établir des cartographies de situation sur ces grands feux avec production d'un contour de feu. Donc ça peut être un contour de feu qui a été relevé par GPS, mais qui est également relevé par imagerie satellite. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On va également localiser les points d'éclosion et les axes de propagation. On va ensuite identifier les végétations, le type de végétation qui ont été incendiées, les types de peuplement forestier. Ces productions servent notamment à alimenter les retours d'expérience des sapeurs-pompiers pour comprendre comment le feu s'est développé, s'est propagé, en fonction des peuplements rencontrés pendant les phases de progression. Et on va également établir des documents statistiques pour faire la synthèse sur ces différents types de végétation incendiée. On va également croiser les contours de feu sur ces grands feux avec les données cadastrales pour identifier les propriétaires et communiquer ces informations aux élus locaux afin qu'ils puissent prévenir les propriétaires. Un point sur la mobilisation de données satellitaires. Donc, je l'indiquais tout à l'heure, sur les grands feux, on est amené effectivement à consommer, utiliser des données provenant de satellites. Donc, ça nous permet notamment de faire des contrôles de surface, puisque les pompiers réalisent des estimations de surface, et ça nous permet de consolider les surfaces estimées et de nous assurer qu'on est sur des surfaces de plusieurs dizaines d'hectares. Sur des grands événements comme l'été 2022, on a pu déclencher avec le concours de l'état-major de zone un dispositif qui est porté par l'Union européenne qui s'appelle Copernicus Rapid Mapping, et ça nous a permis de mobiliser quotidiennement des satellites qui nous produisaient des prises de vue satellites, et on pouvait à travers ces prises de vue suivre quotidiennement l'évolution des sinistres et produire des contours de feu très précis que l'on injectait ensuite dans nos outils de gestion opérationnelle et faciliter ainsi le partage de l'information avec l'ensemble des acteurs qui étaient mobilisés sur cette phase de crise. Un focus maintenant sur les différents outils que l'on développe en matière de cartographie web. Je vais faire le focus sur 3-4 applications. Donc la première, c'est une application feu qui recense l'ensemble des points d'éclosion et l'ensemble des contours des grands incendies. Voilà, donc ça permet de capitaliser une connaissance sur les années passées et l'année en cours sur la saison feu de forêt. Donc c'est des outils qui sont en accès sécurisé pour les services de l'État, les pompiers, les collectivités, les DFCI bien entendu. On a également un autre outil qui s'appelle Griffon, qui est utilisé par l'état-major de zone et les pompiers, qui sert surtout à partager ce qu'on appelle le risque opérationnel départemental. Donc c'est un risque que qualifient les pompiers quotidiennement pendant la saison feu de forêt, et de partager ainsi ces informations au niveau régional. On a également un outil qui nous permet de partager les informations sur les moyens aériens qui sont en alerte dans la région. Et on a également un outil qui nous permet de gérer l'activation des pélicandromes et de gérer les stocks en eau et en retardant au niveau de ces pélicandromes. Donc ça, c'est des outils très pompiers, très opérationnels, mais qui sont utilisés quotidiennement pendant la saison feu de forêt. On a également un outil qui sert au reporting des activités de largage de ces moyens aériens. Donc l'objectif, c'est de pouvoir partager quotidiennement avec le ministère de l'Intérieur l'activité de largage qui est réalisée en région quand on a l'engagement de moyens aériens.
Voilà, donc ça c'est surtout un outil de reporting pour le niveau national. Et enfin, un exemple d'outil que l'on développe pour le compte de la DFCI, c'est un outil permettant de suivre les patrouilles qui sont engagées sur les phases de surveillance du massif. Donc on gère une flotte de 116 véhicules qui ont en charge la surveillance du massif de Landes de Gascogne avec un système de géotracking, et ça permet de voir en temps réel la position de ces patrouilles pour assurer leur sécurité et bien baliser les secteurs qui sont surveillés. Concernant les nouvelles technologies également que l'on mobilise, on développe de plus en plus l'usage de drones en situation opérationnelle. Donc là, c'est un usage sur un feu de forêt que vous voyez avec l'utilisation d'une caméra thermique. Donc ça nous permet notamment de détecter les points chauds résiduels sur les lisières de feu et de mobiliser ainsi plus précisément l'engagement des moyens sur des feux qui ont tendance à s'enterrer. Pierre avait évoqué ce sujet tout à l'heure. Donc ça, c'est très efficace en matière de détection de ces points chauds résiduels. La mobilisation d'un drone, alors que ce soit des drones à voilure fixe ou à quadrirotor, avec l'usage de la caméra thermique, on est capable de détecter ces points chauds résiduels sur ces feux. On va également produire sur des grands feux des orthophotographies, donc nous permettant d'avoir une vision complète d'un incendie. Donc là, on va couvrir des surfaces de 50, 100 hectares avec ces drones-là, et de partager surtout ces informations avec l'ensemble de la chaîne de commandement. Donc ça, c'est également un des usages qui se développent de plus en plus dans l'ensemble des SDIS de la région. Et enfin, on mutualise au niveau du GIP un service de live streaming. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir partager de la vidéo captée par les drones à travers un service de streaming, et de pouvoir partager avec des personnes à distance des zones d'intervention des visuels de l'évolution des sinistres. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien. Sur ce service, on a une trentaine de drones de connectés au niveau régional, et on l'utilise sur tout type de risque. Donc là, c'est une illustration sur des feux de forêt, mais on peut également le mobiliser sur de l'inondation, sur de l'intervention en milieu périlleux, sur du secours à personne, également sur de l'événementiel. Voilà. Et enfin, je finirai ma présentation sur un dernier outil, donc sur lequel on engage pas mal de travaux. C'est un logiciel de simulation de propagation de feux de forêt pour lequel on développe côté JPATGRI une carte de combustible. Donc c'est un outil qui est utilisé par les pompiers pour justement faire des simulations de propagation en déclarant un point d'éclosion, en y injectant des données météo, donc des orientations de vent, des vitesses de vent, une hygrométrie, et ensuite une carte de combustible. Et le logiciel va pouvoir faire des simulations à plus 1 heure, plus 2 heures, plus 3 heures de l'évolution d'un sinistre. Donc ça, c'est des outils également qui sont utilisés en phase d'anticipation par les sapeurs-pompiers et qui permettent de qualifier un feu s'il a tendance à devenir un feu hors norme ou si c'est un feu qui a tendance à se développer lentement. Voilà sur les éléments que je souhaitais partager avec vous en matière d'innovation numérique sur les outils de prévention et de gestion opérationnelle. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup, Christophe, pour cette intervention. On a pas mal de questions pour vous deux. Je vais sortir la présentation, voilà, et laisser la place donc aux questions qui sont posées par le public. On en a une première concernant les utilisateurs. La question qui a été posée par l'IRMA, Guillaume, à savoir les communes dans le cadre de leur PCS et Interco pour leur PICS, ont-elles accès à ces outils communs du GIP? Et si oui, quels usages en font-elles? Sinon, est-ce que c'est une piste de travail envisagée? Donc là, peut-être un peu plus d'éléments par rapport aux bénéficiaires en fait de ces solutions numériques. Alors justement, on développe une solution pour les communes ou les intercommunalités dans le cadre de la mise en œuvre de leur PCS ou PICS, donc un outil carto leur permettant justement de capitaliser une connaissance sur les enjeux de leur territoire et la connaissance des aléas de leur territoire. Donc c'est quelque chose que l'on développe actuellement en Gironde, mais qui a vocation à être développé également dans d'autres départements. On le fait en partenariat avec le département de la Gironde et le SDIS de la Gironde, donc voilà, qui sont prescripteurs de cette solution.
Donc aujourd'hui, on a quelques collectivités, interco ou communes qui sont utilisatrices de ces solutions numériques que l'on développe. D'accord. Une autre question aussi concernant la cartographie, pour savoir comment et à quelle fréquence est actualisée la base de données au niveau de la structure de la végétation, c'est-à-dire l'âge des peuplements, la présence de strates arbustives ou la réalisation des coupes rases. Alors, la mise à jour de cette carte de combustible, on essaie de la faire à peu près une fois tous les 5 ans, si on est honnête par rapport à cette mise à jour. On utilise notamment une base de données que l'on fait produire au GIP sur une base de données d'occupation des sols, que l'on fait à travers une autre mission que l'on porte qui s'appelle Pigma, et dans lequel on injecte des données de jeunes peuplements. Donc, on est sur une fréquence de mise à jour à peu près tous les 5 ans. D'accord, très bien. Merci. Pour l'ADFCI, on a une question également, Monsieur Massé, pour savoir si vous avez connaissance d'initiatives équivalentes à la création d'une association régionale ou départementale, donc pour la défense des forêts contre les incendies, pour l'organiser sur des forêts privées et ailleurs sur le territoire national, en tenant en compte de l'évolution de ce risque avec le changement climatique. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'association régionale de type DFCI pour le moment en France ailleurs. Par contre, nos élus ont des contacts, le président Nicolas Lafont ou Bruno Lafont ont des contacts avec les autres forestiers d'autres régions et nous aussi, pour voir comment se structurer. Il y a quelques associations syndicales autorisées qui sont en création dans quelques endroits. Et il y a aussi, sous d'autres formes juridiques, des volontés des forestiers de se structurer, toujours en associant la forêt privée et la forêt publique, bien sûr. Est-ce qu'on a en France d'autres zones forestières où il y a une forte proportion de propriétaires privés au-delà de notre territoire? Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en moyenne, en France, la forêt elle est privée à 75%. D'accord ? Si on prend le sud-ouest, la forêt est privée à 92%, et dans le sud-ouest, si on schématise, l'État possède le cordon dunaire. Et après, il y a quelques forêts communales, mais ça représente que 8%. Donc oui, il y a partout en France beaucoup de forêts privées. Et c'est ça qu'il faut avoir dans les radars, c'est que majoritairement, ce sont des forêts privées qui sont entretenues par les forestiers, auxquels ils tiennent parce qu'ils ont une attache affective, une attache économique. Et c'est ça, le premier maillon de protection de la forêt, c'est d'avoir un territoire valorisé. Et si on veut un territoire valorisé, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes pour le faire. Et donc, il faut travailler avec eux. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à prendre en compte dans l'évolution du risque. Et du coup, à votre niveau et selon votre regard, quelles sont les marges de manœuvre pour s'adapter à l'évolution du risque feu de forêt à l'heure actuelle ? Alors, sur les marges de manœuvre, ce qu'il faut bien réaliser, il faut changer de paradigme. On a des évolutions, d'abord en matière de population, qui sont très importantes. J'essaie de le partager avec vous, à chacun de l'adapter dans ces territoires. Deuxièmement, on a un changement climatique qui peut jouer à la fois sur trop d'eau en hiver qui va abîmer les routes et les ponts, qui eux vont servir par exemple aux feux de forêt en été. Donc attention au changement climatique croisé avec une augmentation de l'habitat. D'autre part, bien sûr, il y a une logique de limitation de moyens, c'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleurs pompiers du monde, les mieux formés, les mieux équipés. À un moment, on ne peut pas tout leur demander. Donc il faut absolument investir en complément de la lutte, il faut investir dans la prévention. Et la meilleure des préventions, c'est d'abord l'aménagement. Et dans l'aménagement, c'est l'aménagement du territoire, d'abord sur les zones urbaines, pour bien travailler sur les interfaces, et aussi sur comment mettre en place les peuplements forestiers. Donc, pour les adaptations, il faut renforcer la prévention au même titre que la lutte, et il faut aussi que les citoyens soient acteurs de leur prévention. Les feux de forêt, c'est pas une fatalité, hein. Il y a que 6% qui sont liés à la foudre. Tout le reste, l'énergie d'activation, elle est apportée par une activité humaine. Et là-dessus, il faut qu'on travaille, il faut qu'on martèle ça, et on le fait sans doute pas assez. Merci beaucoup pour votre réponse. Une question enfin là, à nouveau pour le GIP Atégérie, pour connaître les actions spécifiques portées par le GIP lors des incendies de l'été 2022.
Oui, alors on a sur les incendies, les grands incendies 2000-2022, on a notamment été réquisitionné par Madame la Préfète pour venir faire de l'appui et de l'expertise carto en centre opérationnel départemental. Donc on a été mobilisé tout l'été. On est venu en renfort de tous les services pour gérer tout ce qui était cartographie des évacuations, cartographie des évolutions de sinistres, cartographie des plans de circulation qui étaient mis en place en Gironde et dans les Landes, cartographie des centres d'hébergement d'urgence qui étaient mis en place par la Croix-Rouge. Voilà, donc on était en appui de tous les services en centre de commandement. On est venu également en appui de la DFCI, donc des services de Pierre, pour les accompagner sur les opérations de mise en place des zones d'appui qui ont été réalisées en complément des actions de lutte des pompiers. Donc là, on a équipé les engins de travaux forestiers qui avaient en charge ces travaux avec des systèmes de traceurs pour assurer à la fois leur sécurité, nous assurer qu'ils travaillaient au bon endroit et pouvoir suivre en temps réel l'évolution des travaux. Et enfin, on a produit de la cartographie à froid, une fois que les incendies étaient terminés, pour partager ce qui s'était réellement passé en matière de contours de feu, de surfaces brûlées et de propriétaires sinistrés. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser. Guillaume, n'hésite pas aussi si tu souhaites prendre la parole. Après des grands événements dommageables comme ceux de l'été 2022 pour nous en Gironde et dans certains départements limitrophes, est-ce que du coup il y a une actualisation peut-être le retour d'expérience est-ce qu'il conduit aussi à quelque part une actualisation de la base de données anticipée et au-delà des 5 années que vous indiquez en temps normal? Alors les 5 ans, c'était sur la carte de combustibilité qu'on avait, que j'ai indiqué cette fréquence-là. On a fait un retour d'expérience après les incendies 2022 au niveau des missions carto du GIP Atégérie avec l'accompagnement des pompiers et d'état-major de zone. La première conclusion, c'est que la cartographie, notre langage commun, a été le fil rouge finalement de la conduite opérationnelle puisque ça a été utilisé à la fois par les pompiers régionaux, par les renforts extrazonaux, mais également par tous les pompiers européens qui sont venus en renfort et elle a servi à toute la conduite opérationnelle. Donc cette cartographie a tenu le coup et elle a fait une fois de plus ses preuves en matière de conduite opérationnelle. Ensuite, les quelques points d'amélioration qu'on a pu identifier, c'est effectivement travailler nos process de mise à jour avec les acteurs terrain pour tout ce qui est mise à jour de la cartographie des pistes, des points d'eau. Mais on est plutôt à jour sur ces éléments-là puisqu'on travaille ça quotidiennement avec les pompiers, avec les DFCI. Voilà, donc globalement, le retour d'expérience sur la cartographie a été très positif suite aux incendies de 2022. D'accord, merci beaucoup. On a d'autres questions qui sont posées en ligne. Donc on en a une de Lionel Lacroix. Est-il envisagé de disposer d'une actualisation de l'âge du couvert végétal plus fréquente, par satellite par exemple? Alors sur la mise à jour du couvert végétal par satellite, alors il faudrait développer des process de production. Alors on le fait déjà à travers cette base de données occupation des sols que j'évoquais tout à l'heure. On la actualise tous les 5 ans et elle est produite à partir de données satellites. Voilà, donc on a déjà un process qui existe et qui fonctionne et à partir duquel on produit notre carte de combustible. Voilà, alors après on se pose beaucoup de questions nous, sur l'utilisation de données complémentaires comme le LIDAR, qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus fine de ce qui se passe sous la canopée. Mais le problème de la donnée LIDAR, c'est que c'est une donnée qui coûte cher à acquérir et qui, vu le territoire à couvrir, voilà, c'est des opérations qui sont très coûteuses, techniquement et financièrement. Donc aujourd'hui, le process de mise à jour de l'occupation du sol que l'on fait avec la donnée satellite, fonctionne plutôt très bien. Merci. On a une autre question. Compte tenu du risque que représente la forêt de production, comment les groupements forestiers utilisent les outils du GIP? Alors, les groupements forestiers, comme tous les propriétaires forestiers qui sont cotisants à une association syndicale autorisée de DFCI, ont accès à certaines interfaces du GIP. Ça leur permet, par exemple, d'avoir chez eux les pistes qui sont référencées, leur dénomination. En cas d'orage, ça leur permet d'avoir accès aux impacts orages. Il y a des sylviculteurs qui, d'ailleurs, font des tournées. Et les associations de DFCI localement peuvent aussi avoir accès à des cartes
imprimés pour leurs atlas. L'essentiel, c'est de partager ce langage commun. Et si on a mis en place tout ce système de cartographie, c'est à l'initiative des sylviculteurs avec les sapeurs-pompiers. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, ils sont les premiers parties prenantes là-dedans. La question qu'on pourrait vous poser aussi, c'est dans quelle mesure les assureurs travaillent ou vous travaillez avec le secteur de l'assurance aussi, peut-être en termes de moyens de prévention, et puis au niveau du retour d'expérience? C'est une très bonne question, surtout posée par la PCNT. J'ai beaucoup d'espoir, pas beaucoup de réalisation pour le moment avec les assureurs. Voilà, donc on est tout à fait à l'écoute de ce que voudraient les assureurs. Je reste persuadé que si on compare à ce qui se fait dans les pays, par exemple, anglo-saxons, où il y a une implication beaucoup plus forte des assureurs sur le risque feu de forêt, je parle que du risque feu de forêt, je pense qu'on a des campagnes communes de sensibilisation à faire, voire des évolutions. Ça, Ouais. c'est vraiment quelque chose. Et les assureurs aujourd'hui sont très ouverts et il faut qu'on trouve les moyens de le mettre en œuvre. Du coup, ça pose aussi la question, je pense, de l'ouverture quelque part de ce modèle-là que vous présentez ce soir à l'ensemble des risques naturels. Est-ce que vous pourriez nous indiquer dans quelle mesure, en fait, ces nouvelles technologies et ces méthodes qui sont mobilisées ici sont transposables pour d'autres risques? Alors, sur la méthode qu'on a développée, qui est notre ADN au niveau du risque feu de forêt forestier, on l'a effectivement étendu avec l'aide des SDI sur l'ensemble des risques naturels et technologiques. La cartographie que je vous présentais tout à l'heure sur la partie forestière, on l'a étendue dès 2005 sur l'ensemble des territoires ruraux et urbains de la région. Et ces supports cartographiques sont utilisés pour tout type d'intervention pompiers, donc que ce soit du secours à personne ou de l'inondation. Et on a taillé des outils, notamment sur différents risques, comme le risque inondation, notamment pour les collectivités qui ont en charge la GEMAPI, dans lequel on leur partage tous les éléments de connaissance que nous avons sur les enveloppes de crues, sur les débordements de cours d'eau. Et ces éléments leur permettent de faire de la planification en matière de gestion de crise et également de l'anticipation en gestion de crise. Donc ça, c'est un exemple sur l'inondation. On pourrait également le traduire sur du mouvement de terrain. Donc là, on travaille avec le BRGEN historiquement sur tout ce qui est mouvement de terrain, effondrement de carrière, éboulement, érosion du trait de côte. Voilà, donc c'est à partir du moment où on a des éléments de connaissance du territoire sur tous ces risques-là, on est capable, voilà, de développer de tailler des outils sur ces thématiques-là. Donc, la méthode que l'on a développée sur le risque feu de forêt, aujourd'hui, on l'a transposée sur la quasi-totalité des risques naturels et technologiques. Et ça, grâce aux pompiers qui nous accompagnent quotidiennement et l'état-major de zone. Guillaume, je crois que tu voulais poser une question, non? J'ai vu ta main. Oui, mais enfin, je laisse finir la réponse. Non, j'ai vu qu'il y avait des questions et j'en avais une également sur la DFCI Aquitaine, sur, vous le disiez, hein, il y a un enjeu à ce que la population, chacun s'implique dans la prévention du risque feu de forêt et de végétation. Et du coup, qu'est-ce que la DFCI Aquitaine porte en matière de culture du risque en appui aux collectivités, aux services de l'État et des autres acteurs impliqués, par exemple pour essayer d'encourager tout le monde à respecter les obligations légales de débroussaillement. Et ça joint la question d'une personne dans l'outil de question sur les mesures, enfin dans quelle mesure les réserves communales, par exemple, ou les réserves citoyennes peuvent s'impliquer aussi dans ces questions de prévention, notamment en matière d'information préventive, d'information des habitants. Alors, d'abord, pour la sensibilisation du public, je l'ai répété, hein, le feu de forêt, c'est pas une fatalité et il faut s'intéresser à l'origine du problème, à la cause et pas qu'à la conséquence. Les surfaces brûlées, ce ne sont que les conséquences d'une cause, d'une émission. Donc ça, je pense que de manière globale, on ne travaille pas assez. Nous, ce qu'on essaie de faire avec la DFCI Aquitaine, c'est d'abord de s'inscrire dans les démarches nationales. On a la chance aujourd'hui d'avoir dans le cadre interministériel, notamment le MTES qui porte des campagnes de communication, donc c'est un effet massif, je pense qu'il faut s'inscrire là-dedans. Après, nous, on le décline par différents supports, que ce soit des vecteurs numériques classiques, Twitter, Facebook, site internet, et surtout on décline des thématiques
plus en plus des fascicules, parce que quand on est dans une police municipale, parfois c'est plus facile d'attraper un fascicule pour répondre à la personne qui vient que d'aller lui montrer un site. Donc on essaie de jouer sur différents vecteurs et on met en avant les thématiques qui nous préoccupent le plus. Donc c'est sur les aspects de comportement, faites attention à votre comportement. 2, oui, sur les obligations légales de débroussaillement, on a depuis longtemps des éléments de communication qui sont utilisés et qui surtout peuvent être réutilisés par les communes. On leur dit toujours, mettez ça, quand on nous demande, mettez ça dans votre calendrier ou votre bulletin municipal, c'est fait pour, parfait. Voilà toutes les maquettes. Donc on essaie de communiquer ça. Je pense qu'il faut aussi renforcer la communication sur les bords de route, que ce soit les autoroutes, les rocades des grandes villes, et les panneaux lumineux des communes. Il y a de plus en plus de panneaux lumineux dans les communes, et reprendre le message officiel sans en réinventer un sur le niveau de risque, c'est très bien, je crois. Voilà, ça c'était la première partie de votre question, et je pense qu'il faut qu'on travaille sur la cible des jeunes, même si ça reste toujours très compliqué. Sur la deuxième partie de votre question, sur l'implication des forces locales communales, notamment des réserves communales, oui, elles peuvent tout à fait contribuer à la sensibilisation des populations en accord avec les volontés des acteurs locaux, dont les communes, bien sûr. Oui, par rapport aux réserves, c'est vrai qu'on a pour habitude, dans le cadre du webinaire 1 heure pour comprendre, de compter parmi les personnes présentes dans le public la réserve citoyenne de Bordeaux Métropole, qui est particulièrement active et mobilisée donc à chaque webinaire. Et moi, j'en profiterai peut-être pour compléter votre propos, Pierre, en indiquant qu'il existe donc le site web de l'ORNA, l'Observatoire des risques naturels, l'Observatoire régional, pardon, des risques naturels pour nous sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine et qui possède un onglet donc grand public ou professionnel avec bon nombre de supports et d'outils pour avoir donc des informations, des connaissances sur les risques de notre territoire et pouvoir aussi peut-être compléter un peu celle des réservistes sur le terrain. Je pense, alors je regarde au niveau des questions, on en a une d'une personne qui est en Corse et qui nous indique que en Corse, il existe Fosiva, une application multilingue afin de diffuser la carte d'incendie des préfectures et notifier le grand public sur les fermetures de massifs, les vigilances météo et les crues. Pensez-vous qu'une telle application pourrait être intéressante dans votre région ? Je crois que oui, on a besoin de sensibiliser la population. Je crois avoir des repères sur cette application-là. Ce qui nous paraît, nous, important, c'est de s'inscrire dans les canaux de communication officiels pour être sûr d'avoir des messages qui soient cohérents avec le message officiel pour pas brouiller la population. Voilà. C'est ça. Et derrière tout ça, on a aussi la question concernant les touristes, l'afflux de touristes sur notre région et puis en France, en fonction de certaines régions aussi qui sont très touristiques, et savoir comment est-ce qu'on les touche, ces touristes en fait, qui ne connaissent souvent pas les propriétés des massifs forestiers ni les conduites à tenir. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, on peut facilement faire des liens entre des éléments physiques par des QR codes et des éléments numériques. Donc nous, par exemple, on déploie un système où on a un QR code qui renvoie sur la page avec les éléments de vigilance produits par les préfectures. Les préfectures nous demandent de les remettre sur une page. Donc je crois que ça, c'est aussi des moyens de toucher les touristes aussi par la presse locale, leur permettre d'aller vers des interfaces qui, elles, sont dynamiques. Voilà. Et bien sûr, il faut faire du multilingue, ça c'est évident. Mmh. Guillaume, est-ce que tu as d'autres questions à ton niveau? J'ai pas de questions à mon niveau. Est-ce que vous souhaitez compléter, Pierre ou Christophe? Merci pour ma part et merci à tous pour votre écoute. Oui, merci pour l'organisation de ce webinaire. Merci à vous. Les retours sont très positifs dans le chat de la part des participants. Moi, je vous indique juste que donc ce webinaire sera
possiblement visible donc en différé sur les sites web de la FPCNT, de l'IRMA, du JPATGRI et de la DFCI Aquitaine, avec les présentations aussi. Donc, pour ma part, je vous donne rendez-vous jeudi, dans 2 jours, à 17 h aussi, pour parler numérique. Et cette fois-ci, donc, avec Denis Pensu, pour notamment approfondir et vous présenter un projet qui s'appelle Numérique tout risque et qui est un projet clé en main pour l'ensemble des territoires sur le territoire national ou bien à l'étranger. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.